J'avais 9 ans, la première fois que je suis monté sur scène. Quelques années plus tard, j'ai décidé de consacrer ma vie au kabuki. Il s'appelle Sakata Tojuro. C'est l'un des acteurs de kabuki les plus célèbres du Japon. Dans quelques instants, il s'élancera sur la scène pour perpétuer une tradition théâtrale vieille de 4 siècles. En tant qu'acteur, je m'attache à sauvegarder un style particulier, le Kamigata Kabuki. Ainsi, j'aimerais participer à sauvegarder une partie de la culture traditionnelle japonaise. Tous les jours, lorsque je monte sur scène, je réalise ce rêve. Chaque année, Choichi et Hayato Ochi, membres d'une compagnie de kabuki amateurs, quittent leur village dans la montagne pour se rendre à Tokyo. Les 2 fils d'Hayato, les plus jeunes acteurs de la troupe, participent pour la première fois au voyage. Vous savez pourquoi on va à Tokyo? Non. Moi je sais. Pour apprendre le kabuki. Oui, on va aller voir une pièce du grand kabuki. L'acteur principal s'appelle Sakata Tojuro. C'est un trésor national vivant. Ça signifie que son talent a été reconnu par notre pays. Créé au XVIIe siècle par une ancienne prêtresse convertie à l'art de la danse, le kabuki est demeuré jusqu'à aujourd'hui l'une des figures majeures de la culture japonaise. Grâce à la détermination de petites troupes comme celle d'Hayato et Choichi, il se perpétue jusque dans les campagnes les plus reculées de l'archipel, où l'on joue un kabuki dit de village. Mais qu'en sera-t-il demain? Déjà nombre de théâtres amateurs ont fermé leurs portes par manque de moyens financiers ou humains. C'est pour préserver la survie de cet art ancestral que le kabuki a été déclaré chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'UNESCO. Voici le Kabukiza, le plus grand théâtre de kabuki du Japon. Ici, les acteurs, tous professionnels, jouent ce que l'on appelle le grand kabuki. Situé en plein cœur de Ginza, le quartier chic de la capitale, il demeure l'un des plus solides remparts contre la menace qui pèse aujourd'hui sur cet art théâtral. Pour la petite troupe, cette visite annuelle à Tokyo est d'abord un plaisir, mais elle est aussi l'occasion d'apprendre à préciser un geste, un déplacement ou une entrée en scène en regardant jouer les maîtres du grand kabuki. Bientôt, le rideau aux couleurs traditionnelles s'ouvrira et les acteurs feront leur entrée sur l'anamichi, la passerelle de bois qui mène jusqu'à la scène. C'est grand. Masaya, regarde. C'est là où ils vont faire le kabuki, là-bas, sur ce grand espace. Le spectacle d'aujourd'hui célèbre les 77 ans de Sakata Tojuro. Pour cette représentation unique, tous les membres de sa famille l'accompagnent sur scène. Le plus surprenant dans le théâtre kabuki, c'est que de nos jours, tous les rôles sont interprétés par des hommes. Les personnages de femmes et par extension, les acteurs qui les interprètent comme Sakata Tojuro sont appelés onagata. Cet art de l'onagata est devenu l'une des particularités du théâtre kabuki après que les femmes ont été bannies de la scène en 1629.
le kabuki, chaque rôle obéit à des codes bien précis qui nécessitent un apprentissage spécifique. C'est pourquoi les acteurs sont généralement spécialisés dans un type de rôle. Seuls les plus chevronnés parviennent à maîtriser les différentes techniques de jeu propres à chaque personnage. C'est le cas de Sakata Tojuro, qui est capable d'interpréter plusieurs rôles au cours d'un même spectacle. Hayato, son fils aîné Masato et Tochihiro, le chef de la troupe, profitent de leur voyage à Tokyo pour acheter les accessoires qui manquent à leur prochain spectacle. Les voici à l'atelier Fujinami, le plus ancien fabricant d'accessoires de kabuki du Japon. Ayant miraculeusement survécu au tremblement de terre de 1923 et au bombardement de la Seconde Guerre mondiale, le Fujinami a préservé intact un trésor inestimable. Ici sont entreposés et entretenus les accessoires que les plus grandes lignées d'acteurs se sont transmis depuis plusieurs générations. Vous voyez ces armures? Elles ont été fabriquées à la même époque et de la même façon que les vraies. Mais comme les acteurs sont plus grands aujourd'hui qu'avant, ils ne peuvent plus utiliser ces vieilles armures qui sont devenues trop petites. Du coup, nous créons régulièrement de nouvelles armures pour ces acteurs. Nous, au village, nous sommes restés assez petits. Sauf que lui, en plus, il est gros. Masato, tu peux l'essayer? Oh, c'est lourd. On y rajoute les épaulettes qui vont avec. C'est grâce à cet atelier que les acteurs du grand kabuki jouent encore aujourd'hui avec les accessoires de leurs ancêtres. Il y a aussi les katanas. Il y en a de plusieurs sortes. Je ne sais même pas combien nous en avons exactement ici. Il y en a encore beaucoup d'autres dans les armoires en face. Est-ce qu'il est possible d'acheter certains de ces objets? Malheureusement, tous ces objets ne sont pas à vendre. Ils sont classés comme patrimoine national. Les accessoires que nous vendons ne se font que sur commande. Pendant qu'une partie de la troupe s'occupe des accessoires, Choichi et Akihito viennent faire restaurer une de leurs perruques chez l'un des derniers perruquiers de Tokyo, spécialisé dans le kabuki. La structure a l'air en bon état. Ce n'est peut-être pas la peine de la remplacer.
Là, il va falloir recoudre un peu. Il faut surtout enlever toute cette poudre et puis on la recoiffera. Les perruques de kabuki, comme celles des autres cérémonies traditionnelles, sont réalisées avec de vrais cheveux. Mais ils deviennent très difficiles à trouver depuis que les femmes japonaises ont coupé leurs longues chevelures d'autrefois. Les finances de la petite troupe étant trop modestes pour faire fabriquer des sabres par l'atelier Fujinami, elle décide de se rendre sur l'un des grands marchés de souvenirs de Tokyo. Là, peut-être au milieu des t-shirts à la mode, des ombrelles, des lampions et des cartes postales, trouveront-ils de quoi compléter la panoplie de leurs samouraïs. Les voilà, les sabres longs, les sabres courts, katana et wakizashi. Avec l'éventail, le sabre est l'un des principaux accessoires du kabuki. Indispensable dans les scènes de combat, il permet aussi d'identifier l'origine sociale d'un personnage. Ces katanas sont une aubaine, mais leur achat entame sérieusement le budget de la troupe. Au Kabukiza, la scène s'habille de nouveaux décors au gré des programmes qui se succèdent. Composés d'une ou plusieurs pièces, les spectacles de kabuki durent une journée entière. Comme son nom l'indique en japonais, le kabuki, c'est l'art de la musique et de la danse. Une danse stylisée à l'extrême où chaque geste aura une signification bien précise. Dans l'immobilité d'une pose, l'acteur exprime toute la force d'un sentiment. Il montre l'essentiel et rien d'autre, le sentiment à l'état pur. Au son du shamisen, cet instrument à 3 cordes à la sonorité plaintive, un narrateur commente les pensées des personnages et leurs émotions, tout en décrivant ce qui se déroule sur la scène. En coulisses, Kazutaro, le petit-fils de Sakata Tojuro, vient voir jouer son grand-père. Ces décors qui se transforment à la vue des spectateurs, Kazutaro les a vus 1000 fois. Depuis son plus jeune âge sur scène, il aura vu les paysages enneigés d'Hokkaido, les campagnes silencieuses du Kansai et les cerisiers en fleurs. Il aura vu des couples s'aimer, se déchirer, et aussi des armées de samouraïs s'entretuer pour défendre leur clan. En se tenant au plus près de la scène, Kazutaro se nourrit du savoir de son grand-père. Il lui dérobe les secrets de son art. Ces personnages qu'il côtoie depuis l'enfance, c'est lui, bientôt, qui devra les faire vivre. Lourde responsabilité que de succéder à une telle lignée d'artistes lorsque l'on n'a que 17 ans. Je m'appelle Nakamura Kazutaro. J'ai 17 ans. Dans ma famille, on a toujours pratiqué le kabuki de père en fils. Moi aussi, je suis acteur de kabuki. Et je pense que je prendrai le relais de cette tradition familiale. Même si personne ne cherche à me l'imposer. Dans l'arrière-salle du Kabukiza, Kazutaro prépare le prochain spectacle avec son grand-père et son père. Même s'ils jouent dans des pièces différentes, lors des premières répétitions, tous les acteurs sont réunis. Pour Kazutaro,
c'est l'occasion de venir chercher conseil auprès de son grand-père. Ce nouveau spectacle marque un tournant dans la carrière de Kazutaro, puisqu'il y interprète son premier grand rôle, celui d'un Onagata. Ces personnages de femmes les plus complexes du répertoire exigent un savoir-faire extrêmement élaboré. Pas question pour Kazutaro de mimer la femme. Tout son travail consiste à devenir femme dès lors qu'il posera le pied sur la scène. Quand tu dis « dans ma campagne, il y a des lucioles qui volent », et que l'autre acteur te demande pourquoi tu as décidé de venir ici, ce serait mieux si tu regardais au loin à ce moment-là. Nakamura Konjaku, le père de Kazutaro, entraîne son fils dans la salle immense et silencieuse de ce théâtre légendaire. Le feu, la guerre et les tremblements de terre l'ont fait s'effondrer à 3 reprises. Mais chaque fois, il fut reconstruit, plus grand et plus solide, comme pour souligner la persistance du kabuki à traverser les siècles. Son emblème est le phénix, symbole de renaissance et de lumière. Avec une salle aussi grande, tu as compris qu'il va falloir porter la voix. Là, on entend bien ce que nous disons, mais la présence des spectateurs absorbe beaucoup le son de notre voix. Donc, si tu ne portes pas bien la voix, on ne t'entendra pas. Il y a autre chose d'important, Kazutaro. Tu as une mauvaise habitude. Tu baisses souvent le menton. Donc, tu baisses aussi les yeux. C'est pour ça que tu dois te forcer à regarder vers le 2e balcon. Lorsque tu regardes par là, la lumière entre dans tes yeux et elle les fait briller. Si le regard est trop bas, les yeux ne peuvent pas briller. En 2005, mon père a été nommé Trésor national vivant. Mais j'essaye de ne pas trop y penser. C'est quelque chose qu'il faut savoir dépasser, je pense. Sinon, la pression devient trop grande. J'essaie de créer mon propre style de jeu. C'est le seul moyen pour un acteur d'égaler ou de surpasser ses maîtres. Et il n'y a que comme ça que notre art peut évoluer de père en fils. Loin de Tokyo et du Kabukiza, dans une petite vallée au pied du parc national d'Ose, Hayato et son fils Masato rentrent d'une longue promenade en montagne. Ici, la neige s'installe dès la fin de l'automne pour ne disparaître qu'au printemps. Autrefois, la vallée restait totalement coupée du monde, tant la neige tombe en abondance pendant les mois d'hiver. Leur village s'appelle Inoemata. Les amateurs de kabuki le connaissent bien car c'est l'un des rares villages du Japon à posséder encore son théâtre. Un petit théâtre de bois où les habitants perpétuent depuis plus de 2 siècles la tradition du kabuki de village. Masato, sais-tu quelles sont les différences entre le kabuki de Tokyo et notre kabuki ici à Inoemata? Le jeu des acteurs est différent. Oui, le kabuki à Inoemata est un kabuki amateur, alors que le kabuki à Tokyo, ce sont des professionnels. On ne demande pas aux spectateurs de payer leur place. On ne gagne pas notre vie en jouant le kabuki.
Tu vois, dans cet hôtel en face du théâtre, il y a les dieux de la montagne. Et lorsque l'on monte sur scène, c'est avant tout pour leur rendre hommage. Le but, c'est donc que les dieux nous voient jouer le kabuki. Jusqu'au milieu du siècle dernier, les prières des habitants d'Inoemata devaient les protéger contre la rigueur de l'hiver et la famine. Aujourd'hui, même si personne ne meurt plus de faim, les villageois sollicitent toujours la clémence des dieux et leur offrent encore chaque année 3 représentations de kabuki. Dans son atelier, Choichi, le chef adjoint de la troupe, finit de fabriquer un casque de samouraï. Ici, au village, nous avons tous un travail en dehors du kabuki. Pendant mon temps libre, je fabrique aussi des accessoires pour nos spectacles. Bien sûr, on peut acheter certains de ces accessoires à Tokyo, mais cela coûte cher. C'est pourquoi on préfère parfois les fabriquer nous-mêmes. En plus, comme ça, on s'attache à ces objets et on en prend soin davantage. Prenez cet objet, par exemple. J'ai beaucoup réfléchi avant de le fabriquer. Et il a fallu que je fasse plusieurs essais avant que ça marche correctement. Lorsque dans une pièce, un personnage doit lancer une flèche, un assistant va venir tirer sur ce fil. S'il le fait au bon moment, on a vraiment l'impression que la flèche a traversé la scène. Les gens croient qu'elle s'est plantée dans la poutre pour de vrai. Malgré une participation active de nombreux habitants du village, l'avenir du théâtre est aujourd'hui terriblement fragile, car ce sont surtout les anciens qui perpétuent la tradition. Qui prendra la relève quand les aînés auront disparu? Madame Yoko Odagiri est membre de l'Institut international du théâtre, partenaire de l'UNESCO. Sa visite à Inoemata est un soutien précieux pour les responsables de la troupe qui lui font part des difficultés auxquelles ils se heurtent. Comme vous ne pouvez répéter qu'après le travail, cela doit être très dur de préparer les 3 représentations annuelles. Oui, en effet, cela représente beaucoup de travail pour nous. Vous savez, ici, les hivers sont rudes. Et le froid peut parfois vous brûler le visage. Le soir, c'est dur pour les acteurs de se motiver à venir aux répétitions. Surtout quand le reste du village va boire le saké pour se réchauffer. Et vos musiciens, comme les joueurs de shamisen, ils répètent eux aussi? Non, malheureusement. Il y en avait autrefois, mais le dernier musicien est mort en 1941. Nous n'avons plus de musiciens dans la région. Aujourd'hui, nous sommes obligés de jouer avec un magnétophone. Pour le grand kabuki de Tokyo, ce serait une chose inconcevable. Mais nous, maintenant, on est obligés de régler nos gestes sur le son des cassettes. C'est vraiment très difficile de trouver le bon rythme et nous n'avons plus droit à la moindre erreur. Mais alors, il faudrait peut-être inviter des musiciens à venir ici pour apprendre aux villageois à jouer du shamisen et l'art de la narration. Oh oui, ce serait très bien. Tandis qu'à Inoemata, la petite troupe réfléchit aux moyens de sauver son théâtre, à Tokyo, dans la maison familiale, Kazutaro s'apprête à répéter une nouvelle fois son rôle. Ces photos au mur sont toutes des photos de mon grand-père prises au cours d'une même pièce. Cette pièce s'appelle Shushingura. C'est l'histoire des 47 Ronin. Elle est très longue. Dans cette pièce, il interprète 7 rôles différents, aussi bien des hommes que des femmes. C'est quelque chose de très difficile pour un acteur, et c'est extrêmement rare de jouer autant de rôles dans une même pièce.
On m'a conseillé de faire comme ça. Oui, c'est bien comme ça. Recommence encore une fois. Là, elle est morte. Il faut que tu relâches complètement ton corps. Regarde, si c'était moi qui jouais, je ferais comme ça. Il te reste combien de répétitions? 3. Travaille bien ton placement et tes gestes pendant ces répétitions. Mais au moment de jouer, essaie de ne plus trop y penser. Si tu es bien préparé, ça te viendra naturellement. Merci beaucoup. Le jour de la première arrive bientôt. Et demain, nous avons la répétition générale. Alors, je regarde comment ont fait les acteurs qui ont joué ce rôle avant moi. J'étudie leur maquillage, leurs costumes, pour m'inspirer. Je regarde aussi les vidéos pour m'aider à trouver mon propre style. Là, par exemple, je vois que l'acteur qui joue mon personnage, lorsqu'il sort de l'ombre, a le maquillage qui prend trop la lumière. Il faudra que je fasse attention à ça. À l'époque de mon grand-père, les pièces n'étaient pas filmées. Et il n'y avait que les représentations sur scène pour travailler ces rôles. À cette époque, on apprenait tout par les aînés. Aujourd'hui, moi, je demande conseil aux acteurs qui ont joué les rôles avant moi. Mais parfois, ils n'ont pas interprété ce rôle depuis longtemps. Et depuis, ils ont joué beaucoup d'autres pièces. Lorsqu'ils ne s'en souviennent pas bien, la vidéo est le meilleur moyen d'étudier son rôle. Nous sommes vendredi soir dans les quartiers branchés de la capitale. Les jeunes japonais sortent s'amuser. Mais pour Kazutaro, il y a répétition générale au Kabukiza. Ultime répétition, dans les conditions réelles du spectacle qui aura lieu le lendemain. Le kabuki est un art tellement codifié que le premier travail d'un acteur consiste à reproduire au plus près les gestes des anciens. Seul l'artiste chevronné s'autorise à modifier l'interprétation d'un rôle. Au début du XVIIe siècle, pour mettre un terme à une prostitution de plus en plus prospère dans le milieu du kabuki, les femmes ont été bannies de la scène sur ordre du shogunat de l'époque. Elles furent alors remplacées par de tout jeunes hommes qui, à leur tour, et pour les mêmes raisons, furent exclus du théâtre. Aujourd'hui, l'âge des acteurs n'importe plus. Mais les femmes ne sont jamais remontées sur scène. Et l'art de l'Onagata a évolué pour devenir finalement un des piliers fondateurs du théâtre kabuki. Le printemps est revenu à Inoemata et les villageois préparent eux aussi leur théâtre pour la première représentation de l'année. Avant de déplier le panneau central du vieil édifice, ils installent l'anamishi.
Tous les théâtres de kabuki possèdent cette avancée qui prolonge la scène jusqu'au milieu des spectateurs. L'anamishi est généralement utilisé par les personnages principaux d'une pièce pour souligner l'importance de leur entrée et leur sortie de scène. Mais à l'origine, la passerelle de bois servait surtout en fin de spectacle, lorsque les acteurs venaient saluer les spectateurs qui leur lançaient alors des fleurs, d'où son nom en japonais, le chemin des fleurs. Comme les fleurs, justement, qui abondent dans cette région montagneuse, le petit théâtre, enfin débarrassé de son épais manteau de neige, s'ouvre doucement. Au sein de la troupe, l'excitation est palpable et laisse place quelquefois à une touchante maladresse. Dans les coulisses, les acteurs procèdent aux derniers essayages. Les costumes et les accessoires de chacun sont soigneusement rassemblés pour éviter toute mauvaise surprise de dernière minute. Et les grands transmettent aux plus petits un savoir tout récemment appris. Comme tous les ans, depuis 2 siècles et demi, le théâtre est enfin prêt à recevoir ses spectateurs. Madame Odagiri a fait le voyage depuis Tokyo pour assister à la représentation. Elle ne s'attendait pas à voir ce petit théâtre de bois si joliment décoré. Mais les admirateurs du kabuki d'Inoemata sont nombreux et leurs dons participent en grande partie à la sauvegarde de ce patrimoine. Il est temps pour Masato et son petit frère de se préparer à monter sur scène. Ils viennent tous deux se placer derrière l'agemaku, le rideau qui les sépare des spectateurs. Dans quelques instants, sur l'Anamishi, ils seront dans une forêt profonde, habitée par une princesse que protège un homme renard. On vient de loin pour assister aux 3 représentations annuelles du théâtre d'Inoemata. Il arrive même que les acteurs des grandes compagnies de kabuki viennent rechercher ici les gestes ancestraux de certains personnages qui, du fait de l'isolement du village, sont restés inchangés depuis leur création.
Ici, pas de shamisen, personne n'en joue plus. Pas de narrateur-chanteur, personne ne chante plus le kabuki. Les villageois n'ont qu'un simple magnétophone pour tenter de créer l'illusion. Malgré ces difficultés, Inoemata est parvenu cette année encore à perpétuer la tradition. Pour fêter l'événement, toute la troupe se retrouve sur la scène autour d'un simple repas auquel est conviée Madame Odagiri. Peut-être ensemble, trouveront-ils de nouvelles solutions pour protéger la tradition d'Inoemata. La nuit est tombée dans la montagne. Désormais, seuls les dieux veillent sur le village et son petit théâtre kabuki. À Tokyo, Kazutaro passe l'après-midi en compagnie de deux amis avant la représentation de ce soir. Est-ce que tu t'habitues au track? Non, c'est impossible. Imaginez, c'est exactement la même chose que ce que l'on ressent avant un match de baseball. Quand on rentre sur scène, on est terriblement nerveux. Et tu as un truc spécial pour décompresser sur scène? En fait, je ne cherche même pas à décompresser, je reste au maximum de ma nervosité. Kazutaro vit depuis toujours dans l'univers du kabuki. Il connaît ses personnages, ses costumes, ses décors. Il est bercé depuis l'enfance par sa musique, et quand il monte sur scène, c'est tout son corps qui se souvient de cela. Ni son père, ni son grand-père ne lui imposeront de reprendre le flambeau. Cette décision n'appartient qu'à lui et à lui seul. Mais pour l'instant, la seule préoccupation de Kazutaro, c'est la représentation de ce soir. Il est temps qu'il se rende au Kabukiza. Sur scène, la pièce en cours touche à sa fin. Spécialisé dans les personnages comiques, le père de Kazutaro, Nakamura Konjaku, y interprète le rôle principal.
Et tandis que dans la salle, le père s'apprête à quitter la scène, dans sa loge, le fils entame sa métamorphose. Le visage de l'adolescent disparaît sous le fard blanc. L'acteur se retire derrière son personnage. Sur ce visage ramené à une neutralité fictive va naître l'Onagata. À quelques minutes de sa première représentation, la pression est grande pour le jeune acteur, car son père et son grand-père seront là pour le voir jouer sur scène. Au sein du grand théâtre, Kazutaro le sait bien, les liens du sang s'effacent. Ce soir, ce sont les maîtres qui viennent voir l'apprenti. S'il s'engage sur la voie du kabuki, Kazutaro sait qu'il devra se montrer à la hauteur de la réputation de son illustre famille et du talent immense de son célèbre grand-père. Discrètement, Sakata Tojuro et sa femme ont attendu que tous les spectateurs soient entrés dans la salle pour pénétrer dans le théâtre. C'est depuis une loge spéciale à l'écart du public qu'ils regarderont jouer leur petit-fils. Dernier élément du costume. Le jeune homme est devenu courtisane. Sur scène, bientôt, il évoluera dans une campagne parsemée de lucioles, sous une lune de printemps. Suivi de ses déchis, assistants vêtus de noir qui portent ses accessoires, il quitte sa loge. Dans les sous-sols du théâtre, son père lui prodigue quelques derniers conseils. Faire porter sa voix, lever son visage, aller chercher là-haut la lumière qui fera briller son regard.
L'acteur se dirige maintenant vers le fond de la salle, dans la petite coulisse, la Toya, dont le rideau aux couleurs du phénix légendaire s'ouvrira sur le chemin des fleurs. On voit bien que Katsutaro travaille beaucoup pour y arriver. C'est une chance pour le kabuki qu'il s'investisse dans cet art. Oui, et nous tous qui avons consacré notre vie au kabuki, nous ne pouvons que nous réjouir que des jeunes fassent autant d'efforts. L'art traditionnel est dans son sang. Et nous ne lui avons jamais imposé quoi que ce soit. Mais la vie d'un acteur est longue. Il faudra qu'il avance pas à pas. Ce n'est pas évident. Mais il écoute bien les conseils qu'on lui donne. Et surtout, on voit qu'il joue avec son cœur. Je pense qu'il n'est pas bon de lui dire quel acteur il doit devenir. C'est justement parce qu'il est mon petit-fils que je ne tiens pas à intervenir personnellement. C'est seul qu'un acteur doit parvenir à trouver son chemin. Un chemin tracé par son père et son grand-père qui conduira Katsutaro, le dernier né des Nakamura, à perpétuer la tradition de cet art ancestral.